Bonjour à tous. La transition écologique est-elle possible sans débat public? C'est le thème du premier live de ce matin. Donc ce matin, nous allons parler de démocratie, en particulier de débat public et de l'institution qui porte le débat public en France, qui est la Commission nationale du débat public, CNDP. Donc, je suis avec d'abord Chantal Joanneau. Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Vous êtes haute fonctionnaire, karatékate. Vous avez présidé l'ADEME, qui s'appelle aujourd'hui l'Agence de la transition écologique. Vous avez été secrétaire d'État chargée de l'écologie, ministre des Sports, sénatrice de Paris, jusqu'en 2017, date à laquelle vous avez annoncé votre retrait de la politique, mais pas de la vie publique. Et depuis mars 2018, vous êtes la présidente de la Commission nationale du débat public. Bonjour Hilaria Casillo. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie, maîtresse de conférences en détachement. Vous êtes la vice-présidente de la CNDP depuis 2015. Vous avez travaillé pour différentes collectivités territoriales françaises dans la mise en place de démarches participatives. Vous avez collaboré avec différentes organisations internationales, dont l'UNESCO, et organisations non gouvernementales. Et pour la CNDP, vous avez été garante de plusieurs concertations et présidente de débats publics, notamment sur la PAC. Bonjour Valérie Zoïdo. Vous êtes autrice-réalisatrice. Vous avez réalisé avec Xavier Ournac le film dont nous allons parler tout à l'heure, Ma parole a du pouvoir. Vous êtes réalisatrice de documentaires engagés, storytelleuse du changement individuel et collectif, et vous avez cofondé le parcours Nouveau Récit avec le festival Atmosphère. Voilà. Alors, on va commencer d'abord par définir, parce que c'est sans doute pas très clair dans l'esprit du public. D'abord, qu'est-ce que c'est, Chantal, qu'est-ce que c'est le débat public et quel est le rôle de la Commission nationale du débat public ? Merci. Alors, c'est quoi le débat public? C'est un droit qui a plus de 25 ans, qui est votre droit à vous de participer aux décisions qui concernent des projets qui ont un impact sur l'environnement. Des autoroutes, des centrales nucléaires, des parcs éoliens en mer. Dès lors qu'il y a un projet, vous devez obligatoirement en être informé et de manière totalement transparente, c'est-à-dire pas que la sainte parole du maître d'ouvrage, mais aussi tous les autres acteurs, et pouvoir participer, débattre, obtenir des informations et participer à l'élaboration de la décision. Donc c'est quelque chose qui existe depuis 25 ans, c'est fondamentalement démocratique. Et nous, notre rôle, c'est d'être garant de ce droit, de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit mis de côté, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des informations qui soient cachées ou des informations qui soient totalement biaisées, et donc de peser vraiment sur la décision et de vérifier que le responsable du projet, à l'issue du débat public, va bien répondre à l'ensemble des propositions, à l'ensemble des interrogations qui seront portées par le public. D'accord. Mais alors, comment concrètement est-ce que vous veillez déjà au fait que l'information passe bien et qu'il n'y ait pas de fausses informations ? On la met en débat. C'est-à-dire qu'il y a bien l'information du maître d'ouvrage, mais on va faire en sorte qu'il y ait d'autres acteurs, que ce soit des associations, d'autres institutions, qui vont aussi porter leur regard sur le projet. Et le public il va se faire sa propre opinion. Nous, on n'a pas la sainte parole. Parfois, même, il y a des doutes, il y a des contestations, il y a des controverses autour de certaines affirmations. Donc on va faire en sorte que le public ait vraiment toute l'information disponible pour se faire sa propre opinion. Nous, on est des photographes de la parole du public, des photographes sans filtre. On n'est pas des personnes qui essayons d'orienter la parole du public dans un sens ou dans un autre. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner plusieurs exemples de débats publics auxquels que vous avez... alors, est-ce qu'on dit incité, auquel vous avez participé, que vous avez initié Alors, en fait, dans l'histoire du CNDP. Alors, dans l'histoire de la CNDP, on a fait 500 concertations et plus de 100 débats publics, donc ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Mais déjà, si vous pouviez revenir sur la création de la CNDP, ouais. et à l'occasion de quel événement ? Ça, c'est assez génial. En fait, l'histoire de la CNDP, c'est c'est une conquête sociale. Elle est née d'un conflit. C'est le conflit autour d'un projet de TGV, le TGV Méditerranée.
Et les habitants ont découvert l'existence de ce projet par la presse. Donc, ils se sont beaucoup agacés, ils ont demandé des informations aux autorités, notamment au préfet, et ils ont auto-organisé ce qu'on pourrait appeler le premier vrai, véritable débat public, c'est-à-dire un débat pour le public, porté par le public. Donc, ils ont auto-organisé des principes pour obtenir des informations et pour faire un débat avec cette règle qui est simple mais qui est fondamentale, c'est qu'on a tous exactement le même pouvoir, la même parole. Il n'y a pas d'un côté les députés, le président de la République et de l'autre côté le citoyen entre guillemets lambda. Donc on a tous exactement le même temps de parole dans un débat et cette parole, elle doit être retranscrite avec exactement la même place dans sa retranscription. Il n'y a pas la petite parole et la grande parole. D'accord, mais alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques grands débats publics qui ont eu lieu depuis la création du CNDP ? Alors sur les 105 grands débats publics, on pourrait citer le débat sur le projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, le débat sur la politique agricole commune qu'a présidé Hilaria, tous les débats sur les projets de parcs éoliens en mer, dont ceux en Normandie, et ils sont nombreux, des débats évidemment sur des projets de TGV, des projets d'autoroutes, donc c'est extrêmement varié, mais voilà typiquement le type de projet dont on aura à connaître, et parfois des tout petits projets. Ça peut être des petits projets, parce que même un tout petit projet, il peut être très très conflictuel. Il peut engager en fait des valeurs qui vous touchent énormément. Ça peut être par exemple une éolienne à côté d'un village. Ça peut être une éolienne, ça peut être un projet de barrage. Rappelons-nous quand même que le drame de la mort de Rémi Fraisse, c'était sur Sivins, c'était un barrage, c'était pas un projet qui a été vu par la CNDP parce qu'il était à l'époque considéré comme trop petit. Donc depuis, les choses ont changé, même les petits projets, on a le droit de les voir et on a le droit d'organiser des concertations sur ces projets. D'accord, alors on va essayer de revenir sur certains exemples, mais d'abord, je crois que c'est bien pour se faire une idée concrète de ce à quoi ça ressemble, le débat public, de regarder un extrait de votre film, le teaser déjà. Et donc, Ma parole a du pouvoir. Donc, on regarde ensemble le teaser et on va en parler ensuite. Le français, de façon générale, le citoyen a envie de se faire entendre. La possibilité de s'exprimer en tant que citoyen, on peut l'avoir de plein de façons. Mais c'est pas toujours facile de savoir où. Participation du public. Démocratique. Se mettre dans la peau de l'autre. En fait, j'ai cru que c'était une blague au départ. On se dit, mais pourquoi nous, quoi? Pour moi, ça a été évidemment une révélation. C'était pas justement toujours David contre Goliath. Indépendante. Très bizarre. Méconnu. C'est une institution qui force l'État à se justifier, à se confronter. Je n'ai plus vu le débat comme une confrontation, mais véritablement comme un échange. En tant que militant, j'ai eu le souci d'écouter. Ça donne à tout le monde la possibilité de savoir ce qui se passe et de pouvoir exprimer son point de vue. Mesdames et messieurs, c'est toujours en dernier. Mais la CNDP, c'est l'institution qui commence par mesdames et messieurs. Tous ces gens-là, ils partagent une expertise de leur vie qui est extrêmement riche, extrêmement foisonnante. Faire progresser la société, d'être capable d'en discuter collectivement. Et pourquoi on débat? Pour peser sur la décision qui va être prise sur ces projets. C'est le moment où on est tous égaux. On peut tout dire et on peut tout entendre. Voilà. Alors, je vous engage vraiment à voir l'ensemble du film. Ma parole a du pouvoir. Alors, est-ce que ma parole a vraiment du pouvoir? Parce qu'il y a quand même un scepticisme général, c'est-à-dire qu'on a vu des débats là récemment, des débats citoyens. Et il y a un scepticisme, c'est-à-dire que parfois on a l'impression que la montagne accouche d'une souris. Est-ce que ça marche? Donc je me tourne aussi vers Hilaria. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des chiffres, des données qui montrent que le débat public, ça marche, ça progresse? Oui, bien sûr, ça marche. Les débats publics qui sont gérés par la Commission nationale du débat public ont en effet arrivé à avoir un impact sur les décisions qui concernent ces projets. On peut donner plein d'exemples. L'exemple du projet de la mine d'or en Guyane qui a été finalement abandonné suite à un débat public, ou d'autres projets, Europa City. Mais on n'amène pas qu'à l'abandon des projets. Au contraire, 58% des projets qui passent par une procédure de la CNDP sortent modifiés. Ça signifie que suite à un débat, suite à l'échange avec les
les citoyennes et les citoyens, eh bien, les décideurs se rendent compte de comment améliorer le projet et donc le rendre aussi plus faisable au niveau territorial. Et donc, nous avons plusieurs projets qui ont été améliorés suite au débat. Et donc, non seulement il s'agit de projets améliorés, mais aussi de projets plus légitimes, parce que plus la décision est partagée, plus elle est légitime et donc de meilleure qualité. Donc, ils arrivent, nos débats, à avoir un impact, à produire tout un tas de modifications sur des trajets, sur des caractéristiques, sur des orientations majeures par rapport à un projet. Et ça, c'est éprouvé depuis 25 ans de débat public. Mais alors, par exemple, Laure, en Guyane, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Quel est le cheminement? Alors, quand on organise un débat public, la première chose qu'on fait, c'est de comprendre en quoi on met les pieds, de quoi on parle. Donc la commission fait comme une étude de contexte, elle va interviewer un peu tout le monde, les personnes qui habitent autour de projets, les grands décideurs, les acteurs économiques. Elle comprend un peu comment il faut organiser la parole du public autour de ce projet. Et puis elle identifie quelles sont les informations qu'il faut à tout prix avoir pour pouvoir s'exprimer. Et on dévoile tout, c'est-à-dire on doit en avoir vraiment tout ce qu'il faut savoir autour d'un projet. On peut même se dire et commander des expertises alternatives ou complémentaires si on considère que des données ne sont pas claires ou ne sont pas fiables. Donc, vous voyez, ça garantit vraiment au public une information de qualité. Et ensuite, on organise la parole de plusieurs manières, en ligne, bien évidemment, mais avec beaucoup de réunions et d'ateliers de terrain. Donc, on est là, on est sur le terrain et on mobilise surtout les publics les plus éloignés, celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de participer, on va dire, à la vie de la cité ou d'être entendus, mais qui subissent des fois l'impact majeur de certaines décisions. Et puis, à la fin de tout ce parcours qui dure quand même entre 4 et 6 mois, on rédige un compte-rendu en toute neutralité. C'est-à-dire qu'on fait comme une photographie, un tableau de ce que le public a dit, tous les arguments, toutes les convergences, les divergences, les pourquoi qu'il y a derrière certaines résistances, par exemple, et on le donne à voir au décideur. Le décideur, 3 mois après, est obligé de répondre à notre compte-rendu et de dire ce qu'il tire, les enseignements qu'il tire de la participation. Ce qui est très important parce que ce moment, ce devoir de réponse fait en sorte que les participants quand même puissent être motivés parce qu'ils savent qu'à un moment donné, au but, à la fin, il y a une réponse qui arrive de la part de décideurs. Donc on peut mesurer l'impact que la participation a eu sur la décision qui concerne certains projets. C'est-à-dire que vous êtes une institution qui s'inscrit dans la loi et on est obligé de vous répondre. C'est-à-dire on peut pas, c'est pas un débat hors sol comme ça dans une salle à la salle Georges Brassens. Oui, c'est un peu l'avantage en fait de cette institution, c'est qu'elle est protégée et garantie par le droit. Donc ils n'ont pas le choix de venir nous voir ou pas. Si c'est un grand projet, ils ont l'obligation de nous saisir. Et une fois qu'on est saisi, on est totalement indépendant. C'est-à-dire que nous, on est totalement indépendant du gouvernement, de tous les pouvoirs. Quand on est nommé, on est inamovible pendant 5 ans. Et à l'issue du débat, ils sont obligés de nous répondre. Ils n'ont pas le choix non plus. Et en plus, maintenant, on donne vraiment un avis sur leurs réponses parce qu'on ne veut vraiment pas que... On n'a pas envie que le débat public soit piétiné, quoi. C'est trop facile de faire du débat public pour dire regardez comme je fais de la participation et puis ensuite ok, ils ont dit ça mais c'est pas grave, on continue comme avant. Donc on est les garants du fait que non, la parole elle doit être écoutée. Vous êtes un poil à gratter institutionnel. Vous êtes un caillou dans la chaussure institutionnelle. Il faudra demander ça au gouvernement. Alors, expliquez-nous quand même qu'on comprenne bien la différence. Qu'est-ce que vous diriez sur la différence avec le CESE? Alors, vous dites qu'il ne faut pas me dire 16. Le CESE, qui est le Conseil économique, social et écologique. Et d'une part, d'autre part, il y a d'autres organismes. Il y a le grand débat. Il y a eu le grand débat. Il y a le débat, comment ça s'appelait? La Convention citoyenne sur le climat. Bon, voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est bidon, ces choses-là? Non, il n'y a rien de bidon. Le CESE, c'est toutes les organisations représentatives, donc les syndicats, les associations qui se réunissent et ils émettent des avis consensuels. Les entreprises, entreprises, voilà. Et ils peuvent effectivement écouter la parole du public pour construire leur avis. La différence avec nous, c'est que c'est vraiment la parole du public directe, en fait, pas par l'intermédiation des différentes organisations. Ensuite, mais pardon, le CESE donne des avis
mais c'est pas Alors normatif. il donne des avis qui sont ses positions par rapport à des projets ou par rapport à des politiques. Nous, en fait, on retranscrit la parole du public. On ne donne pas notre avis. On donne l'avis du public. Oui. Voilà, on retranscrit l'avis du public. Donc c'est assez différent. On n'intervient pas, on travaille ensemble très souvent. D'ailleurs, quand on fait un débat, par exemple, sur la politique énergétique, on demande au CESE, pour éclairer ce débat, quel est son avis, quel avis il souhaite verser au débat. D'accord. Et par rapport au grand débat, alors moi j'avais participé un peu par hasard à Sartrouville, à ce grand débat où était venu Édouard Philippe. Et il y a plein de choses qui ont été dites, très intéressantes, et il y avait toutes les associations. Enfin, c'était vraiment impressionnant. C'était de la démocratie directe. Et puis, on ne sait pas ce que c'est devenu. Il paraît qu'on ne sait même pas où sont passés les enregistrements des débats. J'en serais étonnée. Alors, sur le grand débat, on a, nous, été associés à la construction, c'est-à-dire qu'on a fait la proposition de méthode du grand débat. Par contre, on n'a pas été garant du grand débat, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas souhaité qu'on poursuive cette mission. Donc, effectivement, on n'a pas pu rédiger ces conclusions avec toutes les garanties de transparence et d'indépendance qu'offre notre institution. La différence entre le grand débat et ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, nous, à la fin, il y a forcément un bilan. C'est obligatoire, il est forcément transparent. On dit tout ce qui a été fait et tout ce qui a été dit. Mais le grand débat, c'est une mine d'or. Vous avez absolument raison. C'était une occasion incroyable où le public a voulu s'exprimer. En fait, le grand débat, c'est une conquête du public d'abord. Oui, mais aujourd'hui, il n'en reste rien. Je ne doute pas rien, qu'un jour ou l'autre, on saura tout ce qui s'est dit dans le grand débat. Oui, mais il va falloir une enquête énorme parce qu'il faut aller chercher les documents partout en France. Vous pensez qu'un jour ça se fera, que ça sera possible ? Je ne doute pas que ça se fera. Mais après, le grand débat, c'était le moment de connaître à un instant T la vision de la société. Et ce qui était très intéressant dans le grand débat, en tout cas dans la préparation qu'on en a faite, c'était que l'élément central du grand débat, c'était un sentiment d'injustice sociale. Oui. Mais global. C'était pas vraiment un sentiment global. Ce qui est dommage, c'est qu'à la sortie, on a un petit peu tiré la conclusion que le problème, c'était l'environnement. Mais comme trop souvent d'ailleurs. L'environnement, c'est souvent vu, perçu, abordé comme le problème. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est la solution. Donc, c'est un petit peu... Voilà, moi, mon élément de critique majeur par rapport aux conclusions du grand débat, c'est que la conclusion centrale a été le problème, c'est l'environnement. Ah oui. Et alors, la Convention citoyenne sur le climat, alors c'est un peu pareil ? Oui, c'était la suite. C'est un peu le même problème ? Alors, la Convention citoyenne, c'est vraiment un autre exercice de participation du public et de tirage au sort. Le tirage au sort est quelque chose qu'on connaît bien. C'est vraiment des procédures très anciennes. D'ailleurs, on en fait plus d'une trentaine dans nos procédures, donc c'est assez classique. Ça aboutit à de vraies propositions. Ça a été un véritable succès en tant qu'exercice, parce que tout le monde s'est dit « Ah bah oui, incroyable, les citoyens sont capables de faire des propositions ». C'est même dingue de se poser la question d'ailleurs. Et donc, l'exercice de la Convention citoyenne a été un succès. Le problème, c'est effectivement son lien à la décision. Et c'est souvent ça le problème de la participation. C'est qu'une vraie participation, une participation sincère, elle doit avoir un lien clair à la décision. Il faut qu'il y ait des garanties juridiques sur le fait que ça va peser sur la décision. Donc la Convention citoyenne a été un succès. Son lien à la décision a effectivement posé question. Il y a eu un résultat mis en forme. Tout le monde était épaté en disant c'est incroyable. Finalement, le peuple, quand il a des bonnes informations, il est capable de trouver des bonnes solutions. Tout le monde était très étonné. Et alors qu'on vit quand même en démocratie, donc c'est. Mais les bonnes solutions qui ont été données par le peuple n'ont pas été suivies de décisions importantes. C'est le cœur. Alors, Valérie, donc vous êtes réalisatrice de Ma parole a du pouvoir. Co-réalisatrice. J'ai co-réalisé ce film avec Xavier... Je l'ai dit tout à l'heure, non ? Oui, j'ai dit avec Xavier Ournac. Avec Xavier Ournac et Anne-Sophie Novelle a participé, a réalisé la pré-enquête journalistique. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce film ? Comment ça a commencé ?
La jeunesse de ce film, écoutez, c'est un film de commande. Donc voilà, la CNDP est une commission ou une institution trop méconnue et donc à juste titre, elle avait envie de faire connaître son action auprès du public. Et donc tout simplement, on a réalisé ce film pour rendre à César ce qui est à César, raconter en quoi cette institution est un véritable contre-pouvoir. En tout cas, nous, en tant que réalisateurs, c'était notre intention, c'était de raconter vraiment les 3 piliers de la CNDP qui sont le droit à l'information, la participation au débat et effectivement la prise de décision. Le droit à la prise de décision du citoyen. Et en cela, c'est extraordinaire. Personnellement, j'ai fait Sciences Po, une école de journalisme, je suis une ancienne journaliste politique, je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants de cette institution, et qui est une institution complètement dingue dans une 5e République, qui est quand même presque un régime monarchique. Et le fait que la 5e République est accouchée d'une institution pareille, c'est assez hallucinant. C'est presque comme si elle s'était tirée une balle dans le pied. Et le plus dingue, c'est en cela que vous demandiez si c'était est-ce que ça marchait. Je pense que ça marche parce qu'on veut... c'est une institution qui dérange. Et donc, on a, plus ou moins, et je parle en tant que journaliste indépendante, et donc pas au nom de la CNDP, mais voilà, j'ai observé sur le terrain que j'ai un peu l'impression qu'on on essaye d'annihiler cette institution, de ne pas en parler, parce que oui, c'est embêtant quand les citoyens ont la parole, c'est embêtant quand les citoyens ont du pouvoir, parce que ça remet en question les élites en place. Et donc, et en plus, c'est beaucoup plus, c'est complexe de les faire participer à la prise de décision, parce que ça remet beaucoup de choses en question. Oui, c'est-à-dire que vous dites que finalement c'est le contraire d'un comité Théodule qu'on crée pour enterrer un sujet. C'est justement un contre-pouvoir au sein du pouvoir. C'est-à-dire c'est un contre-pouvoir institutionnalisé. Et vous le dites d'une façon où peut-être Chantal et Hilaria peuvent moins le dire, mais en fait c'est ça, c'est un contre-pouvoir. Ah, c'est clairement un contre-pouvoir. C'est une institution qui encapacite le citoyen, qui l'empuissante, qui, moi, en tant que réalisatrice et storytelleuse du changement... Empowerment, qui se traduit par empuissante. Ouais, moi, je dis empuissante, parce que justement, on quitte le pouvoir pour aller vers la puissance. C'est une institution qui fait confiance aux citoyens, qui part du principe que le citoyen a des choses à dire, est capable de comprendre la complexité des sujets actuels dans sa globalité, dans son intégralité, dans son interdisciplinarité, mais qui part du principe que, justement parce que les sujets sont complexes, il faut mettre des experts à leur disposition pour qu'ils puissent percevoir. Et du coup, on mise, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai vu, on mise sur le citoyen expert. Alors évidemment, le citoyen ne deviendra jamais 100% expert, mais on se dit, ok, donnons à ces citoyens la possibilité de comprendre les dossiers pour qu'eux aussi puissent participer à la décision et faire débat, quoi, pour faire société, en fait. Donc, et c'est en cela que c'est un véritable contre-pouvoir qui encapacite les citoyens. Alors, encore faut-il, parce que ma parole a forcément toujours du pouvoir, mais la question est-ce que je le sais, est-ce que j'en ai conscience, et est-ce que j'ai les moyens de le faire, et en tout cas, la CNDP donne les moyens de le faire, et le film, en tout cas, a envie de participer au fait que le citoyen ait conscience que sa parole c'est ça, parce que peut être écoutée. Oui, parce que quand même, la Commission nationale du débat public, je trouve, est pas assez connue. Elle mériterait d'être beaucoup plus connue qu'elle l'est. Mais parce qu'on ne veut pas en parler, tout simplement. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, oui. Alors, donc la Commission nationale du débat public, c'est sur les sujets écologiques. C'est pas hors sujet écologique. C'est que les sujets écologiques, de la transition écologique. C'est obligatoirement sur les sujets écologiques, mais on peut être volontairement saisi sur d'autres sujets comme la santé, par exemple. On a fait beaucoup de travaux sur les questions de santé, sur la précarité alimentaire aussi.
récemment, mais on est obligatoirement dans le champ de l'environnement, parce que historiquement, tout ça c'est issu de la Convention de Rio, Convention d'Aarhus. Historiquement, on a considéré que l'environnement c'était un bien public commun, et qu'à ce titre-là, il devait être débattu collectivement. D'accord. Alors, est-ce que pour vous, ça avance bien? C'est-à-dire, est-ce que la transition écologique, elle avance bien? Parce que bon, il y a un sentiment général quand même que vous dites que vous existez depuis 25 ans, que ça bloque, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui, à votre avis, bloque? Et comment est-ce qu'on pourrait le débloquer? Je sais que c'est une vaste question, mais... Oui, non, mais c'est quoi? C'est les lobbies, c'est les politiques, c'est les citoyens qui ne sont pas assez engagés. En fait, moi j'entends souvent, mais finalement la transition écologique, pourquoi faire du débat public? Ça nous fait perdre du temps. Mais vraiment, c'est ce qu'on entend souvent. Il y a des tentations très fortes, par exemple aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, de dire on avance, on sait ce qu'il faut faire, on va le faire sans débat public, ça ne sert à rien. Donc la transition écologique sans débat public, c'est possible. Mais ça va être une petite transition écologique, une toute petite. On va aller vite, mais on n'ira vraiment pas très très loin. Or, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est d'aller justement très très loin. C'est plus qu'une transition aujourd'hui. C'est quand même, il y a une radicalité dans la transition qui est attendue. Donc, ce qui bloque souvent, c'est justement ce lien à la décision. C'est la décision qui va être prise. Nous, on regarde l'historique de nos projets. Il y a plein de projets qui ont été mis en débat. Je vous dis, il y en a 105 sur plus 105. Il y en a 10 qui sont sortis de terre. 10, mais pas à cause de nous, parce qu'après, le fait de trancher, de financer, de prendre la décision, c'est là où ça bloque. Or, les citoyens, ils ont plein d'idées hyper précises. On a eu un projet hyper intéressant récemment, c'était un parc de panneaux solaires au sol, très très grand parc, 1000 hectares, en pleine forêt en Nouvelle-Aquitaine. Le porteur de projet nous dit « mon projet, il est génial, transition écologique et tout, pensé par des ingénieurs », il y en avait beaucoup autour de la table. Et puis les citoyens localement, question de bon sens, quid du risque incendie? Nouvelle-Aquitaine, on est dans une zone avec le réchauffement climatique qui va être toute rouge d'ici très très peu d'années. Comment ça se passe en cas d'incendie? Question toute bête, auquel ils n'avaient pas pensé. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre problème qui est que la transition écologique, c'est pas évident. On croit qu'il y a des bonnes solutions, on se rend compte que c'est des fausses bonnes solutions. On pense que la voiture électrique ou la voiture hybride, c'est la panacée, puis on se rend compte que ça a un impact environnemental très lourd. Donc il peut y avoir des fausses, fausses routes. Donc c'est pour ça que le débat citoyen est indispensable. Je ne veux pas préempter la parole, mais juste deux exemples. Effectivement qu'il y a des fausses routes et qui font qu'on n'est pas sûr des choix. C'est pour ça que ça nous oblige à être dans une décision partagée et démocratique, dont chacun aussi doit mesurer, il y a une technique nouvelle, qu'est-ce que ça va imposer comme changement de comportement, qu'est-ce que ça implique effectivement comme changement dans nos modèles de vie. Et puis, quand on est décideur ou ingénieur, on n'a pas nécessairement de bonnes idées. Donc là, je vais parler comme un ancien combattant, mais j'étais ministre de l'écologie. Quand j'étais ministre, on me disait, l'avenir, c'est les hydroliennes, vous savez, ces grandes éoliennes sous l'eau. C'est les hydroliennes. L'hydrogène, aucune chance. Les éoliennes en mer, ça ne verra jamais le jour, ce sera toujours trop cher. Voilà, on est maintenant 12 ans plus tard et les hydroliennes n'ont jamais fonctionné ou ne fonctionnent pas ou posent des grosses difficultés. Et les éoliennes en mer se développent à un rythme incroyable à travers l'Europe et à travers le monde. Et l'hydrogène est en train de se développer aussi, comme quoi. Est-ce que sur cette question de la complexité des transitions écologiques, des fausses bonnes solutions, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ? Non, c'est qu'on est tenté souvent de faire confiance qu'aux experts et aux expertises en pensant que la décision autour de la transition écologique n'est qu'une décision savante, experte. Si c'était vrai, on le saurait déjà. D'ailleurs, aucune décision fondamentale qui engage le futur peut être simplement et purement technique. Elle doit avoir une dimension sociale et politique très forte. Aucune décision ne peut être purement technique. Et ça, nos débats le montrent très bien. Il y a une instruction qui doit être faite par les
des experts, mais aussi une instruction citoyenne qui permet de comprendre quelles sont les conditions de faisabilité et de soutenabilité pour une société de certains choix techniques, de technologies, etc. Et la transition, les questions énergétiques le montrent bien. C'est pour ça que donner les clés aux experts pour faire la transition, pour prendre les décisions majeures, ce n'est pas une bonne piste, non seulement parce que ce n'est pas démocratique, parce qu'elle ne produit pas des décisions soutenables de long terme, et donc, encore une fois, de meilleure qualité. Vous savez, souvent, on reproche aux citoyens du NIMBYisme. Ah, vous ne voulez pas dans mon jardin, ce syndrome NIMBY, not in my backyard. Not in my backyard, pas dans mon jardin. Et en fait, on se rend compte que les experts aussi ont leur syndrome, notamment un syndrome qui s'appelle TINA, There is no alternative. Ils pensent que non, c'est la solution technique qu'on a identifiée qui est la bonne, et souvent les débats montrent qu'il y a plusieurs alternatives possibles et que ces alternatives ont une part de technicité, mais ont d'autres parts aussi, d'autres dimensions que le décideur doit prendre en compte. Aucune décision politique prend en compte seulement l'élément technique ou technologique. Et cet élément-là est important pour prendre des décisions considérables comme celles qui concernent la transition écologique. Il y a aussi la dimension sociale, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui peuvent être très graves sur un plan social. Les gilets jaunes, c'est à l'origine une bonne idée, une bonne décision sur le plan écologique, sauf qu'on avait oublié la dimension sociale et ça a créé un énorme problème. Est-ce que vous pourriez un peu revenir sur cette crise des gilets jaunes, parce qu'elle est assez exemplaire, elle est assez intéressante? Effectivement, sur la crise des gilets jaunes, plusieurs éléments qui sont vraiment très très intéressants. Le premier, c'est que juste avant, un an avant, on nous avait demandé d'organiser le débat public, enfin on avait décidé d'organiser le débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la politique énergétique. Et à l'issue de ce débat, qui a été très riche sur l'ensemble des territoires, le président de ce débat a eu une phrase très forte. Il a dit, voilà, on a identifié un problème majeur, c'est que la transition énergétique est vécue comme une injustice sociale. Et il a dit, il y a un risque de jacquerie fiscale imminente. Et c'était en mai 2018. Donc, quelques mois... Jacquerie fiscale voulait dire jacquerie sociale? Non, fiscale sociale, oui. Voilà, fiscale sociale. Et donc, c'était juste avant. Donc, on alerte tout le monde, on fait des lettres en disant attention, attention. Et bon, ça n'a pas été entendu. Les décisions ont été poursuivies sans qu'il y ait de système de compensation ou d'alternative offerte aux citoyens. Et il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Mouvement des Gilets jaunes, on nous demande d'accompagner le gouvernement. Et pour préparer, pour essayer de proposer une méthode, on essaye de bien comprendre les demandes justement de ces gilets jaunes. Donc on demande au gouvernement qu'il nous retransmette tous les mails, tous les courriers qui étaient signés gilets jaunes. Et on les analyse avec une grande spécialiste en argumentation. On les lit, on les regarde. Et puis c'était très intéressant. Tous ces courriers disaient, écoutez, vous avez un problème. On est tous d'accord pour la transition écologique, mais vous avez un problème de méthode. Et nous, on a des idées à vous proposer. Est-ce qu'on peut vous rencontrer ? Et donc là, je revois le Premier ministre et je lui dis, est-ce que vous avez au moins répondu à ces personnes, accusé réception de leur courrier et proposé peut-être de les rencontrer? Et il me répond, ah non, moi j'en ai marre de me faire engueuler, je n'aurais pas répondu. Et en fait, il s'était complètement trompé sur les intentions de ces personnes. Donc le mouvement des Gilets jaunes était vraiment à la base un mouvement de main tendue, un mouvement de demande justement de débat public pour débattre collectivement de solutions et de propositions. Et j'ai trouvé que c'était, bon, alors c'est tristement intéressant, mais c'était extrêmement significatif de cet appétit de citoyenneté. La France n'est pas un pays qui a un problème de citoyenneté. Les gens sont très engagés, on le voit dans nos débats, ils prennent un temps incroyable pour collectivement débattre. Sur l'énergie, on avait 10 000 personnes, sur la politique agricole commune, pareil. Donc on sent cette volonté, au contraire, de participer. Donc il faut ouvrir les portes, quoi. Oui, Valérie, alors comment s'est passé le film? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter, des choses qui vous ont frappé dans la réalisation de ce film? Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on est allé voir cette jeune personne qui est donc agricultrice et qui est donc à la tête d'un syndicat.
ce que je trouvais d'intéressant, c'était sa joie et le fait qu'elle soit agréablement surprise que la démocratie vienne à elle sur son territoire et qu'on vienne écouter. Et voilà, c'est vraiment cette main tendue autour de l'écoute et de la transversalité, de l'horizontalité que j'ai trouvé assez touchant. J'aime beaucoup aussi la réaction de cette autre jeune femme, Marie Lopez, qui dit mais pourquoi moi, pourquoi nous, quand elle reçoit ce coup de fil parce qu'elle a été tirée au sort. Évidemment, l'analyse de Loïc Blondiot, qui connaît bien cette institution et qui met en avant aussi les désaccords féconds. Le fait que, en fait, c'est OK d'avoir des désaccords. La question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait et comment on va à la rencontre de l'autre, de sa différence, et on va co-créer, on va faire société, en fait. Et parce que la CNDP, c'est pas tant c'est pas seulement finalement d'informer et de former le citoyen, c'est aussi d'écouter ce qu'il a à dire. Et donc, et parce qu'il y a des solutions que proposent les citoyens parce qu'ils sont sur le terrain, comme justement cette agricultrice, et qui permettent de faire remonter à l'État, qui est parfois un peu hors sol, vraiment des problématiques dont il n'aurait pas eu connaissance s'il n'y avait pas eu ce dialogue constructif. Il serait passé à côté. Voilà, et donc pour moi, et ce que je disais beaucoup lors de la préparation du film, quand j'avais Hilaria au téléphone, je suis formée en communication non violente. Et justement, à l'empathie, à l'écoute. Et pour moi, c'est une instance étatique qui, en fait, fait de la communication non violente avec les citoyens. Parce que c'est important pour le CNDP, la communication non violente. Il y a des techniques que vous avez utilisées, développées. C'est vous, Valérie, qui êtes spécialiste de ça et qui vous rendez compte que c'est utilisé par le CNDP comme la prose de M. Jourdain ? Alors, il n'utilise jamais le terme communication non violente. C'est moi qui l'utilise parce que j'ai une expérience dans la communication non violente. Et notamment, je suis formée auprès de Thomas Dansbourg qui parle d'intériorité citoyenne. Et je trouve, en tout cas, c'est mon regard, que ce que met en place la CNDP dans l'Agora, dans la vie de la cité, c'est l'écoute, déjà, pour commencer. L'écoute et, le fait de proposer de sortir de la dualité d'un débat, parce qu'en France, on a une culture de débat, mais c'est un peu une culture de débat sans dialogue. C'est-à-dire que je t'écoute, mais j'ai envie d'avoir raison, quoi. Et alors que ce que propose la CNDP, c'est je vais t'écouter, je vais accueillir tes différences, et ensemble, on va essayer de se rejoindre, en fait. L'État rejoint le citoyen là où il est et pas où il voudrait qu'il soit, en fait. Il l'écoute véritablement. Et en cela, c'est pour moi une réussite, en fait. C'est un peu le médium, c'est le message, comme dirait McLuhan. En soi, c'est un médium, en fait, qui est révolutionnaire parce que il est, encore une fois, horizontal, transversal. Et c'est pour ça qu'il va permettre la transition, vous parliez de la transition écologique. Il n'y a pas de possibilité de transition sans transition démocratique aussi. Si on ne distribue pas le pouvoir, ça va péter. Ça va péter. On ne peut pas ne pas associer le citoyen à la complexité, aux enjeux actuels. D'abord parce que c'est le citoyen qui est clairement impliqué. On est obligé de travailler avec toutes les parties prenantes, ou sinon il va se passer ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, une vraie fracture sociale, quoi. Fin de mois versus fin du monde, comme on se le disait hier, quoi. Oui, donc la CNDP, c'est une institution révolutionnaire non violente, voire une institution qui va permettre de peut-être échapper à la révolution violente. Oui, mais en tout cas, c'est intéressant ce que dit Valérie, parce que quand j'ai vu l'agricultrice dans son film, il se trouve que j'avais animé une des réunions où elle était présente et j'avais visité son exploitation. Et quand je l'ai vue dans les films, je ne m'attendais pas qu'elle ait ce regard-là si positif sur le débat, parce que je me souviens quand on était allé la voir sur sa ferme, elle disait « je ne sais pas si je vais venir en réunion ce soir, j'ai trop de choses à faire, que parler, etc. » Finalement, elle était venue en réunion, elle s'est confrontée pas mal avec d'autres représentants syndicaux et des associations et des citoyens. Et à la fin de la réunion, je me
me souviens, ils sont venus me voir et un des représentants syndicaux m'a dit « Jamais j'aurais cru que je pouvais travailler autour d'une table 50 minutes avec le représentant de l'autre syndicat. » On s'est parlé comme jamais. Et j'étais hyper étonnée de cela, favorablement, mais parce que c'est en même temps à quoi on travaille. C'est-à-dire on crée les conditions de dialogue, de l'écoute. On essaie vraiment de se mettre dans la peau de l'autre, de dire « Je ne veux pas te convaincre pour un instant, j'essaie de comprendre vraiment pourquoi tu penses ce que tu me dis. Quel est ton point de vue? D'où ça vient? Quels besoins il véhicule, etc. » Et cet exercice-là est un exercice profondément humain, empathique. On manie la parole, en fait, des personnes. Et ça se sent, ça passe, je pense, dans une réunion publique, dans un atelier. Donc, et c'est une autre manière de faire la révolution. C'est pas qu'on la fait pas. Nous, on l'a fait. On fait peut-être d'autres types de révolutions parce que ça recompose, ça reconfigure, ça redistribue les cartes des systèmes de pouvoir, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant. Et justement, ce que je voulais ajouter par rapport à cette comparaison avec la communication non violente, c'est qu'en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le non-jugement. C'est-à-dire qu'on accueille l'autre aussi avec, je pense à cette séquence où vous précisez que certains, pour le débat sur la montagne d'or, qu'il y en a qui vont vouloir s'exprimer en dansant ou en chantant, et ça a choqué certains industriels. Et la CNDP de remettre l'église au milieu du village en disant non, attendez, nous, on est là pour donner la parole, mais quelle que soit la forme de la parole. Si un peuple ou une culture a besoin de le faire avec des plumes, avec du chant et avec de la danse, nous, c'est OK. Et cette bienveillance de la CNDP, cet accueil de l'autre, et en même temps cette neutralité, parce que la CNDP n'intervient pas. C'est-à-dire que vraiment, on traite tout le monde à valeurs égales, sans juger, et je trouve que c'est vraiment un cadre de sécurité pour que justement chacun se sente accueilli dans ce qu'il est, qui est pour moi très 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 similaire à la communication non violente. Voilà. Mais c'est intéressant ces prises de parole sous forme de chant, de danse, parce qu'il y a un exemple aussi en Inde sur Unilever qui avait quitté un site en laissant une pollution au mercure très importante, et on n'arrivait pas, les citoyens n'arrivaient pas vraiment à se mobiliser. Et il y a une jeune femme rappeuse indienne qui a fait une chanson et que ça a entraîné tout le monde et ça a fait naître un débat, et finalement Unilever a perdu et a dû dépolluer la zone. Alors, dans certaines tables rondes, on commence toujours par dire et on va laisser la parole au public, et en fait on ne laisse pas la parole au public ou juste 2 minutes. C'est pas notre genre. C'est pas notre genre. Ce qui est bien, c'est qu'on incarne vraiment le message du film, en tout cas. C'est super. Et c'est pas le genre vous avez compris, de la CNDP. Donc la parole est à vous. Donc on va faire. Est-ce qu'on peut faire circuler un micro, ou est-ce que sinon vous pouvez prendre la parole comme ça? Donc n'hésitez pas, vos questions, vos commentaires, votre indignation éventuellement. On vous écoute. C'est mieux avec le micro quand même. Bonjour. Bonjour, c'est bon? Oui. Bonjour et merci, en tout cas c'était passionnant. J'ai appris beaucoup de choses, je suis journaliste, je représente le média Care News, le média de l'engagement. J'avais une question pour vous, mesdames, donc vous trois. Quelles sont vos relations, s'il y en a, avec les ONG qui portent quand même un message fort aussi de citoyenneté et d'engagement? Voilà, est-ce que vous avez des relations avec elles? Si oui, lesquelles? Et sinon, pourquoi? Voilà, tout simplement. Déjà, les ONG, les associations environnementales siègent à la CNDP. La CNDP est composée de 25 membres. Il y a le MEDEF, les syndicats et des associations de défense de l'environnement, par exemple. Et de manière plus large, nous associons régulièrement pas mal de parties prenantes, de porteurs d'intérêt, donc d'organisations aussi non gouvernementales. À nos débats, on va aller voir en amont pour comprendre leur point de vue sur le projet et sur la participation, comment on pourrait s'y prendre, etc. Et puis, on les embarque aussi des fois dans le débat. Il y a même des fois où il y a des débats qui peuvent être autour peuvent susciter des éléments de controverse très fortes qui sont portés souvent par des associations ou des ONG. Nous leur proposons de co-organiser carrément la réunion avec nous pour dire OK, donc comment vous ferez? Quels éléments d'abord vous mettrez en avant? Donc on a plusieurs manières de se rapporter, mais ce sont des partenaires réguliers, on va dire, de notre travail et de notre action sur le terrain. Une autre question?
Peut-être est-ce qu'on peut revenir peut-être sur des exemples d'autres débats publics qui ont eu lieu, qu'on n'aurait pas cités, et qui vous... Oui, on en a vraiment pas mal. On a fait plus de 100 débats publics. Et il y en a, par exemple, un dont on se souvient très bien, c'était en voie ferrée Centre-Europe Atlantique en Bourgogne. Ça a été un débat particulier parce qu'on est allé dans les trains faire les débats sur les marchés. On a fait des réunions publiques, on a fait des balades sur le site où la ligne devait passer. Et on est allé carrément dans les trains. On a négocié avec SNCF pour que des choses se passent dans l'acte de déplacement lui-même. Et ça a très très bien marché. Et ça a bien marché surtout parce qu'à un moment donné, le projet consistait dans le fait de devoir électrifier la ligne. Donc faire tout un tas d'opérations pour qu'on puisse aller un peu plus vite, rendre un peu plus technologique la ligne. Et je me souviens très bien d'une personne dans la salle qui à un moment donné a dit, mais écoutez, c'est comme si vous voulez nous mettre un Ferrari sur une route qui est trouée. D'abord, réparer la route. En fait, ce monsieur voulait dire régénérer la ligne avant de l'électrifier, donc de la rendre plus performante. Et in fine, c'est ce qui a fait SNCF, a décidé après le débat de ne pas électrifier la ligne, mais de mettre l'argent sur la régénération. Une chose qui vous paraît peut-être de bon sens, mais que le débat a permis de faire émerger. C'est un peu cette critique sociale saine, constructive, que les débats permettent. Et des exemples comme ça, on aurait des tonnes. On a le projet Europa City qui aussi a été abandonné suite au débat public, mais parce que les décideurs se rendent compte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? C'était un centre commercial géant avec aussi des équipements sportifs, etc. et qui posait des problèmes environnementaux, économiques, etc. Et d'ailleurs, dans le triangle de Gonesse, donc dans une partie du territoire qui connaissait quand même des dynamiques de chômage très importantes, etc. Et donc, le territoire, en fait, s'est prononcé sur l'opportunité, a dit « ce projet n'est pas pertinent au niveau environnemental, au niveau économique, pour notre territoire. Nous avons besoin d'un autre type de projet, donc d'un autre type de politique et de vision pour ce territoire. » Et si ça, ce n'est pas un message politique fort qui porte les citoyens, les citoyennes lorsqu'ils participent à un débat, je ne vois pas quoi d'autre serait un exercice politique et démocratique majeur. Donc, c'est aussi ça, un débat public. C'est un exercice démocratique qui est très puissant. Alors sinon, la PAC, politique agricole commune, donc vous êtes sur le sujet et c'est un sujet qui est lié à l'alimentation et c'est donc le thème de l'alimentation est un des thèmes centraux du Festival Deauville Green Awards de cette année. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette PAC? Parce qu'on entend parler de la PAC, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Nous avons organisé un débat public sur la politique agricole française et sur la politique agricole commune qui a mobilisé pas mal, a touché 1 800 000 personnes. Et ça a été un peu compliqué aussi parce que ça a tombé en plein Covid, la première vague. Donc on a dû un peu trouver d'autres manières aussi pour le faire, donc en ligne. Puis on a pu revenir sur le terrain. Et là, c'est clair, vous avez vraiment ce qui émergeait. C'était très fort comme message en termes de transition, en termes d'usage des produits phytosanitaires, la place du bio, la place de l'alimentation, l'autonomie en protéines végétales par exemple. C'était un message qui a été porté de manière très forte et le gouvernement a aussi bougé sur ce point-là beaucoup en mettant beaucoup plus de ressources sur ce sujet de ce qui était prévu initialement et c'est aussi en partie grâce au débat et ça a été intéressant parce que la Commission européenne a réagi à la proposition de la France sur la manière dont la France devait et voulait dépenser l'argent qui venait de l'Europe sur la PAC en disant vous n'avez pas pris suffisamment en compte les recommandations qui étaient dans le débat public de la CNDP. Et c'est la Commission qui l'a dit. Donc c'est un exercice quand même qui arrive à avoir de l'ampleur. Donc ça a été un débat qui a été passionnant parce qu'il touchait au corps des transitions qui nous attendent à l'écologie, mais pas seulement. Et tu pourrais continuer sur l'exemple de ce qui a été fait avec le Conseil national de l'alimentation qui nous a demandé de travailler avec lui sur les questions de précarité alimentaire. Et pour ce faire, en fait, on a voulu travailler directement avec les personnes qui sont concernées par la précarité alimentaire. Et ça nous a obligés, c'était très intéressant parce que ça nous a obligés à revoir toutes nos méthodes de débat. C'est-à-dire que nous, on s'imagine que forcément on est parfait, on est parfaitement compréhensible et qu'il suffit d'ouvrir la porte pour que les personnes viennent s'exprimer. Et en fait, pas du tout. On n'est jamais compréhensible. Il y a des personnes qui nous ont dit « mais pourquoi vous utilisez des mots chimiques ?»
Donc on a passé au crible notre manière de communiquer, d'informer, les documents qui étaient mis à disposition, et surtout on a fait travailler les personnes par groupe de pairs. C'est pareil, vous vous dites tiens, il suffit de tirer au sort des personnes qui sont dans des situations très défavorisées pour qu'elles viennent participer, elles se mélangent avec vous pour participer. Pas du tout, ça marche pas comme ça. Parce qu'elles ne s'estiment pas légitimes, donc elles ne parleront jamais. Il faut au contraire les faire travailler par groupe de pairs et ensuite confronter groupe de pairs, ça veut dire quoi? On les fait travailler par groupe de personnes qui sont des personnes défavorisées, elles travaillent ensemble. Et on avait fait un exercice comme ça, à la CNDP d'ailleurs, où on a comparé par exemple comment est-ce que nous définirions la pauvreté et comment elles définissent la pauvreté. À quelle image ça renvoie. Et nous, on avait utilisé des images qui étaient des images très symboliques. Une personne séparée par un mur de verre, voilà, vraiment des trucs très très symboliques qui étaient vraiment tournés autour de la rupture. Et elles ont beaucoup utilisé d'images autour de personnes qui avaient la tête baissée, donc de la honte en fait de vivre cette situation. Et c'était très intéressant justement de voir nos différences de représentation et donc les méthodes qu'il faut utiliser qui sont radicalement différentes. Donc ce groupe de travail sur la précarité alimentaire a abouti à des conclusions extrêmement opérationnelles, extrêmement précises. Mais c'est vraiment intéressant en fait comme exercice pour nous de voir que le débat public c'est jamais fini, quoi. C'est vraiment un exercice démocratique. Donc c'est vraiment un exercice qui doit venir au devant du public, se mettre à la disposition du public. On est des passeurs, quoi. On est vraiment dans cette logique de faire en sorte que le public puisse débattre et qu'il soit surtout entendu. Un commentaire, une question? Non? Alors, on va peut-être conclure. Quelles sont vos perspectives aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque, que vous aimeriez bien avoir? Quelle attitude peut-être des pouvoirs publics est-ce que vous aimeriez? Voilà, quelles sont les perspectives pour demain? Il nous manque de la notoriété. Enfin, je pense que c'est ce que disait Valérie. On n'est pas très connus. Vous verrez à chaque changement de gouvernement et chaque nouvelle assemblée, il y a forcément des propositions de loi pour nous supprimer, pour expliquer qu'on sert à rien. Et donc à chaque fois. Enfin, ça fait 25 ans que la CNDP est en sursis. Donc ça, il y a ce premier point qui est assez fondamental. Et à l'égard des décideurs et des gouvernements, vraiment, moi, ce que j'ai envie de leur dire, mais faites confiance, quoi. Arrêtez de vous plaindre de la défiance des citoyens à votre égard. Ça n'est que le reflet de votre propre défiance. Donc faites confiance. Soyez conscients que la société, elle a d'abord une main tendue à votre égard et qu'elle sait très très bien qu'on ne peut pas résoudre les problèmes simplement dans la confrontation. Donc faites confiance. Écoutez, je trouve que c'est une belle conclusion et je crois que tout le monde ici est convaincu de l'importance du travail que vous faites. Et voilà, on va essayer aussi de vous aider en mettant à disposition cette séquence. Voilà. Merci à toutes les trois. Merci à tous.